m'appelle Marion Lecam, je suis orthophoniste diplômée de l'École de Paris en 2011. Et en fait, j'ai eu la chance de faire mon mémoire de fin d'études au sein du service ORL de la Pitié-Salpêtrière, donc déjà au sujet des paralysies faciales périphériques. Et donc, on s'est intéressé en fait à la création d'un site internet d'information à destination des soignants et des patients. Parce que justement, cette prise en soin est malheureusement trop méconnue, alors qu'on sait que la précocité de la prise en soin permet une meilleure évolution. Et donc après, j'ai été diplômée, je me suis installée en libéral. J'ai voulu poursuivre avec un DU de réhabilitation neuropsychologique quelques temps après. Et finalement, dans mon environnement aussi bien professionnel que personnel, j'ai eu beaucoup de personnes assez dynamiques en matière de recherche scientifique. Donc, j'ai aussi voulu m'essayer un peu à cet art et j'ai suivi donc un master 2 de recherche à la Sorbonne Université. Et c'est naturellement que j'ai poursuivi donc dans le domaine des paralysies faciales et que j'ai accepté la proposition du DUFO, donc c'est le centre de formation de Paris et de la Sorbonne, pour créer en fait un contenu en réalité augmentée à destination des étudiants en formation initiale en orthophonie ou en formation continue pour cette prise en soin-là. Donc, quand j'ai été diplômée, j'ai voulu un peu mettre à profit ces connaissances en didactique et en pédagogie et en paralysie faciale pour créer une formation. L'idée étant en fait de permettre un relais hospitalier libéral assez efficace. J'avais un peu la sensation que les orthophonistes avaient peur de se lancer dans ces rééducations-là et de se sentir légitimes. Donc, j'ai voulu réfléchir à une formation plutôt clé en main, un peu boîte à outils, avec des vidéos explicatives et en fait un fil rouge qui part de la première observation jusqu'à la phase séquelaire, en passant également par les interrogations de chirurgie ou non, afin de permettre aux orthophonistes de pouvoir revisionner s'ils en avaient besoin aux différents stades de la prise en soin, les différentes questions. Il y avait aussi une foire aux questions et en espérant que les orthophonistes aient envie de prendre en soin ces patients parce que c'est vraiment une rééducation très, très agréable, très plaisante et il ne faut pas hésiter à se lancer. C'est faux. 80%, soit la majorité des patients ayant attrapé une paralysie faciale idiopathique vont récupérer spontanément. Mais en revanche, on le sait, dans le cas où des séquelles vont apparaître, la précocité de prise en soin est vraiment primordiale, tant au niveau médicamenteux avec la corticothérapie que de l'intervention orthophonique. Effectivement, l'orthophoniste va pouvoir donner les conduites à prescrire et à proscrire, ce qui va éviter l'aggravation potentielle de séquelles. Et on le sait, plus le patient est sensibilisé tôt, mieux il est acteur et plus il est informé et meilleure sera l'évolution de sa pathologie. Non, c'est faux. Il est vraiment important dès le début de faire la différence entre l'origine de la paralysie faciale, si elle est centrale, c'est-à-dire si c'est une atteinte supranucléaire, ou si elle est périphérique, c'est-à-dire une atteinte du nerf facial sur la voie dirigée par le motoneurone périphérique. Les deux rééducations sont complètement opposées, donc l'évolution favorable découle quand même du bon diagnostic. Dans le cas d'une fracture du rocher, on appelle ça des fractures pétreuses, il peut être prescrit par l'ORL et c'est recommandé de toute façon qu'il y ait un bilan complet ORL au préalable, de faire un scanner en coupe fine du rocher afin de déterminer le site lésionnel précis et du coup d'adapter par la suite la prise en soin. C'est vrai, il est très important pour une réglementation et pour l'éthique de faire signer le consentement à votre patient, mais il est aussi tout à fait indispensable de recueillir des informations à travers les photographies et à travers les vidéos pour établir votre bilan, mais aussi le suivi. Donc, il est vraiment préconisé d'avoir recours même à des vidéos qui vont être des enregistrements dynamiques, qui vont vous permettre vraiment d'évaluer votre patient dans tous les mouvements faciaux, de pouvoir peut-être y revenir, de pouvoir observer plus finement les séquelles, de pouvoir par la suite aussi lui montrer sa progression
Et plus tard, dans la suite de la prise en soin, travailler peut-être la contagion émotionnelle avec les expressions faciales de manière plus objectivée et plus neutre. C'est vrai. Dans le stade de séquelaire, le patient peut avoir un spasme de l'hémiphase qui apparaît. On le sait, dans ce cas-là, ça engendre beaucoup de contractures et d'effets indésirables. Donc, si le patient se masse, au début, il va ressentir des douleurs passagères, voire des saignements, mais on le sait, plus il va masser, plus ces désagréments vont s'atténuer. Donc ça, c'est assez déjà profitable. Et de plus, les massages, notamment endobuccaux, vont permettre de libérer les insertions motrices en égrénant et de permettre de casser un peu la rigidité de la fibre. Et donc, si on invite le patient à se masser 2 fois par jour et avoir recours également à la thermothérapie, c'est tout simplement mettre, par exemple, des gants d'eau chaude sur le visage ou des petites chaufferettes. Ça va apporter de la détente au visage, ce qui est vraiment propice à la récupération. C'est faux. C'est vraiment très important que le patient se masse lui-même. De manière générale, on le sait dans toutes nos rééducations, si le patient est acteur de sa prise en soin, c'est un bénéfice pour l'évolution. Mais dans le cas de la paralysie faciale, il se trouve en fait que les muscles possiers n'ont pas de spindles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de récepteurs proprioceptifs. Donc en fait, on va essayer de multiplier le plus de feedback. Donc que ce soit un travail devant le miroir pour un feedback visuel, que ce soit du coup un feedback sensitif qui va permettre en fait une réorganisation corticale sensorimotrice à l'aide des massages que le patient va se prodiguer lui-même donc. C'est vrai, c'est même une priorité médicale, puisque si l'œil n'est pas protégé dans le cas des paralysies où la paupière ne se ferme plus, il y a un risque en fait d'ulcération de la cornée. Pour le coup, c'est irrémédiable. Donc, c'est vraiment une priorité d'apprendre au patient à alourdir sa paupière, à la fermer en ayant mis au préalable de la vitamine A pour que la nuit, l'œil ne soit pas ouvert et également lui apprendre à hydrater en continu à l'aide de collyre, de larmes artificielles, de vitamine A dans la journée et vraiment l'informer sur le fait que s'il commence à avoir des douleurs ou un dessèchement trop important, il faut tout de suite qu'il aille consulter un médecin pour son œil.